Voilà, 14h30. Écoutez, je pense que vous êtes quelques-uns maintenant à vous être, oui, connectés à notre webinaire du jour. Ce que je vous propose, c'est de démarrer exactement maintenant et puis au fur et à mesure, probablement que d'autres participants vont nous rejoindre. Donc, un grand bienvenue à ce troisième webinaire du cycle 2024, adaptation au changement climatique du comité 21. Alors, je vais aujourd'hui assurer exceptionnellement toute l'animation, même l'introduction, puisque nous avons eu une petite absence de dernière minute de la part du comité 21. Donc, Frédéric ne pourra pas se joindre à nous. Donc, l'occasion d'abord de rappeler que ce webinaire est enregistré, donc sera à disposition dans quelques jours de la possibilité d'un replay. Et nous établirons également une petite note de synthèse avec les principaux messages de nos intervenants, plus un petit peu plus de, on va dire, de matière autour de la thématique du jour. Donc, j'en profite, nous allons nous intéresser donc à la résilience des infrastructures critiques à l'épreuve du climat. Et donc, pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui trois personnes. En premier, Laurent Garcia de GRT Gaz, qui nous parlera de l'intégration des risques climatiques à l'échelle de l'approvisionnement des gaz. Puis, Bonjour. Jérémy R. Bonjour Laurent. Jérémy R de Transdev qui nous partagera un panorama à l'échelle du groupe concernant la prise en compte des changements climatiques, des enjeux climatiques. Bonjour Jérémy. Et Valentine Huet de Vinci qui nous parlera du groupe de travail Léonard et nous présentera différents exemples d'actions mises en œuvre, ce qui complétera un après-midi passionnant, j'en suis sûr. Bonjour Valentine. Bonjour. Donc, un grand merci d'abord à nos intervenants de s'être rendus disponibles pour partager vos retours d'expérience. Mais avant de vous donner la parole, donc quelques petits mots d'introduction. Tout d'abord sur un petit point sur nos webinaires, hein. Donc c'est le troisième, comme je l'ai signalé. On terminera l'année 2024 sur un quatrième webinaire et dernier le 26 novembre prochain. On s'intéressera à l'insularité ultramarine face au changement climatique. Quels sont les enjeux en cours et à venir? Voilà, tout d'abord, un petit mot sur le programme adaptation au changement climatique, notamment avec nos publications. Au printemps dernier, on en a sorti deux et à venir, on a un gros guide qui nous a pris pratiquement toute l'année sur la thématique santé et adaptation au changement climatique en collaboration avec l'ADEME et avec ma collègue Virginie Hugues. On vous donne rendez-vous en fin d'année pour être tout à fait flou, donc autour de novembre-décembre. Et puis, on vous donne rendez-vous en présentiel au Sénat pour un colloque adaptation le 25 novembre prochain, donc à Paris. Et ça sera sous l'intitulé de la publication qu'on a sortie au printemps, Une ardente priorité publique, l'adaptation au changement climatique, avec plein d'intervenants et de tables rondes. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens à la thématique du jour, qui est donc les infrastructures critiques. Mais qu'est-ce qu'une infrastructure critique? Alors comme toujours, il y a plusieurs définitions, hein. Alors si j'en prends une, par exemple, ça pourrait être un actif estimé vital pour le fonctionnement d'un système à une échelle donnée. Par contre, au regard des changements climatiques, ce qui est intéressant, c'est de se tourner vers le GIEC. Et le GIEC, d'ailleurs, le monde anglophone parle plutôt d'infrastructures clés, key infrastructure. Et la définition, je dirais, du GIEC, ce sont les nœuds et les artères critiques qui comprennent les systèmes urbains, d'énergie, d'alimentation, d'eau, d'assainissement, de santé, de transport et de communication. Bon, finalement, tout ce qui fait, tout ce qui assure le bon fonctionnement à la fois d'un territoire, de ses activités et de ses populations. Alors, toujours au regard des changements climatiques, il s'agit donc de s'interroger sur la vulnérabilité de ces infrastructures qui sont à la fois interdépendantes, qui s'inscrivent dans un maillage territorial et d'activités et dont les dysfonctionnements, en tout cas potentiels, peuvent entraîner une série d'impacts en cascade, voire même une paralysie des activités socio-économiques. Alors, donc, tous ces mots-clés, ils sont ici en gras et peuvent résumer peut-être en partie les enjeux associés à ce qu'on peut appeler les infrastructures critiques. Alors, par rapport à ça, quels sont les ressorts finalement mis en place par les professionnels des secteurs concernés pour se prémunir de dommages potentiels, pour anticiper les situations à risque, pour optimiser les réorganisations? Enfin, ceux qui suivent les webinaires du comité 21 savent que j'aime beaucoup ce terme plutôt qu'adaptation. Bref, pour faire autrement, pour se organiser autrement face à des situations climatiques tendancielles ou d'urgence. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et cet après-midi. Et nous allons débuter avec Laurent Garcia. Laurent,
Je me permets donc de vous présenter et vous avez exactement quelques secondes pour nous partager le PowerPoint. Alors Laurent, vous êtes ingénieur NSEM depuis 1993. Vous avez passé quelques années dans le secteur privé, hydraulique notamment, avant d'intégrer Gaz de France en 1997. Vous avez occupé diverses fonctions telles que agent commercial, prévention, sécurité ou encore dans les affaires publiques notamment. Vous avez ensuite fait une parenthèse en tant que député entre 2017 et 2022. Ça devait être une expérience tout à fait enrichissante avant de revenir à GRTGaz en 2022 en tant que délégué partie prenante au sein de la direction RSE. Laurent, vous avez maintenant la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je vais donc m'atteler à vous exposer un petit peu ce qui se passe à GRT Gaz en termes d'impact et comment on travaille et comment on se prépare justement en fonction du dérèglement climatique et comment les infrastructures sont préparées à tout cela. Alors déjà, GRT Gaz, c'est qui, c'est quoi donc? GRT Gaz, donc, ce sont des infrastructures, les infrastructures de transport gaz, donc grosso modo les gros tuyaux, c'est l'équivalent de RTE, mais pour le gaz, hein. Donc c'est les tuyaux haute pression. Donc nous avons 32 000 kilomètres de tuyaux, hein, sur le territoire. C'est une activité régulée. Le tarif de l'acheminement, du transport de gaz est régulé et donc ça donne lieu à des négociations avec le régulateur. C'est la CRE qui fixe le tarif en fonction bien, de plusieurs critères, notamment des investissements que l'entreprise doit faire pour assurer une fluidification du réseau. C'est de l'ordre de 625 TWh qui sont transportés, sachant qu'en France, la consommation est de l'ordre de 355 TWh, milliards de kilowattheures. Financièrement, c'est 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On évite d'un milliard et un résultat net de 312 millions. Des investissements, encore une fois, décidés avec le régulateur de 416 millions d'euros. Ce sont les chiffres 2023 à ce jour. Nous sommes une grosse PME de 3244 personnes en 2023. Alors, je ne veux pas faire d'électricité bashing, hein, c'est vraiment pas le propos. Ce que je vais me permettre justement, comme nous sommes entre transporteurs avec RTE par exemple, eh bien, parfois on se compare, comme dit la sagesse populaire, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Là, encore une fois, tous les réseaux sont critiques, hein, au sens où vous l'évoquez. Et il n'y a pas d'électricien autour de la table, mais peut-être qu'à l'occasion, ce serait pas mal aussi qu'ils donnent leur vision. Donc la puissance du réseau gaz, je vous laisse découvrir, je ne vais pas le relire in extenso, mais quand même, c'est 50% supérieur au réseau électricité lorsqu'il y a des pics de consommation par exemple, ou alors pics de consommation, ou si le réseau électrique peut être un peu défaillant, on l'a vu ces dernières années avec le gaz qui réussit à faire la pointe sur l'hiver qu'on a tous en tête avec la fameuse sobriété. Bien, là aussi, tout le monde a fait le job. Si vous me passez l'expression, 40% des besoins de chaleur en France et 33% de la consommation d'énergie chez les industriels. Là encore, en regardant ce qui se passe chez nos collègues électriciens, pour convertir le réseau de gaz, on y reviendra peut-être dans les questions ou en fin d'exposé, le réseau de gaz au gaz décarboné, c'est 10 fois moins important en termes d'investissement. C'est important d'avoir ce ratio en tête. On se sent bien aussi que pour décarboner une énergie comme l'électricité, c'est un peu plus complexe, on va le dire comme ça. Le biométhane, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires
à ce jour, mais là encore, on y reviendra peut-être tout à l'heure, là encore, dans le futur, le modèle économique futur de GRT Gaz, eh bien, ça va être bien sûr la décarbonation du réseau, la décarbonation des gaz, avec la problématique peut-être aussi d'avoir suffisamment de biomasse pour eh bien, transporter tous ces, avoir l'énergie à transporter. Centrales à cycle combiné sont évoquées également. Rapidement, quels sont les clients de GRT Gaz? Vous avez les expéditeurs. Encore une fois, nous ne sommes que transporteurs. Nous avons les expéditeurs, nous avons les producteurs de biométhane, et puis des distributeurs comme GRDF, des distributeurs non nationalisés, des consommateurs industriels et encore une fois, vous avez la carto des clients de GRT Gaz. Alors, on peut se le dire sans s'affoler, le réchauffement climatique aura lieu. Donc, comment on y travaille? Enfin, on travaille pour il soit le moins douloureux possible, mais en tout cas, on sent bien qu'il aura lieu. Les hypothèses de travail, hein, c'est un monde à plus 3 degrés à horizon de 2100 et avec plus 4 degrés en ce qui concerne la France. D'accord? Donc, on voit un petit peu l'historique par rapport aux années 1850, mais aujourd'hui déjà, on est à 1,7 degrés. Donc voilà quelles sont les hypothèses de travail que GRT Gaz a fait. Euh, Sur le ton de la plaisanterie, pas besoin d'avoir un climat méditerranéen pour entendre enfin, et entendre les cigales. Paris aura le climat de Montpellier, Perpignan de Séville et eh bien Brest de Vigo en Espagne. C'est ça, comment ça se concrétise, le réchauffement climatique avec une France à plus 4 degrés. Donc il y a urgence à travailler. Alors, les risques étudiés. Les risques sont climatiques avec la chaleur, le froid ou ce qu'on a avec l'impact sur le premier tableau sur la gauche, la santé et sécurité du personnel, parce qu'on va voir sur les infrastructures, on n'a pas, dans ce que je vais vous présenter, toute la problématique sur le personnel, comment c'est en vague de canicule ou d'extrême chaleur, comment on fait pour que le personnel puisse continuer à assurer le service public et le service au public. C'est bien l'accès au site qui serait problématique. Idem pour le risque des pluies diluviennes. Vous pouvez avoir des glissements de terrain, également l'accès au site hein, pour les personnels, mais on voit bien que sur le réseau, l'impact, c'est les glissements de terrain. Enfin, sur les risques tempêtes, eh bien c'est là encore santé et sécurité au personnel. Certains livres sont liés entre eux, c'est ce qui est en dessous, les feux qui sont la conséquence directement des vagues de chaleur. Les inondations aussi résultent d'épisodes de pluie intenses. Donc voilà un petit peu ce sur quoi nous travaillons. Alors il y a plusieurs types d'inondations qui peuvent impacter le réseau. On va voir quand même la résilience du réseau gaz, du réseau de transport gaz, le fait quand même que les canalisations soient enterrées limite certains impacts, hein, pour des raisons évidentes. Maintenant, ça ne limite pas la totalité. Vous avez plusieurs types d'inondations. Lente par remontée de nappe sur le réseau, avec des pluies continues, mais ça, c'est sur des inondations lentes. Rapide, là, c'est s'il y a un événement qui arrive pour avoir des pluies torrentielles et potentiellement dévastatrices. Là encore, on va voir comment ça se traite. Les inondations par ruissellement urbain agricole et l'inondation par submersion marine. Alors peut-être que nos successeurs, dans une cinquantaine d'années, seront confrontés à cela. Ça concerne surtout les terminaux méthaniers, hein, là où les bateaux déchargent leur cargaison de gaz. Euh, pour l'instant, on n'est pas, c'est un risque, mais qui n'est pas critique. Une fois que la mer aura monté véritablement, ce sera plus problématique, mais c'est pas
C'est pas le sujet aujourd'hui. On a des retours d'expérience qui permettent d'orienter les études. On voit que les inondations de juillet 2021 en Allemagne et en Belgique, ou alors celles qu'on a vécues en 2024 dans le Nord, il n'y a pas eu de conséquences majeures sur les canalisations de transport, encore une fois, parce qu'elles sont enterrées. Les inondations par ruissellement non plus, ce n'est pas véritablement une menace pour le réseau enterré. En tout cas, on est attentif à cela. Les zones montagneuses, elles, lorsqu'il y a des crues torrentielles, peut y avoir des dommages et fuites sur les ouvrages, notamment par accrochage. S'il y a des affaissements de terrain, il peut y avoir des griffures sur les canalisations, ce qui les rend plus fragiles. Donc là aussi, on est attentif à cela. On rappelle un petit peu la méthode on a pris les informations de Météo France, le, la trajectoire plus 3 degrés et 4 degrés au niveau de la France, les augmentations relatives des précipitations. Donc là encore, on est 2050, horizon lointain 2100. En fait, on calque les cartes, on va le voir, on calque les cartes qu'on obtient de Météo France sur les cartes du réseau pour voir où tout cela peut être critique. À date, il y a 24 traversées qui peuvent être problématiques à date. Donc là, encore une fois, c'était 2023. Aujourd'hui, c'est peut-être une cinquantaine de traversées de fleuves, hein, de rivières qui peuvent être problématiques, mais la vérification s'appuie donc sur nos études. Et puis, peut-être, là encore, il faudra modifier certaines canalisations pour les faire passer sous fluvial, mais de manière plus profonde. Ces mouvements de terrain sont liés. Alors, ils sont traités comment? On l'a pas à l'écran, mais nous avons un plan de surveillance et de maintenance des ouvrages de GRT Gaz où on regarde de très près et on suit de très près toutes ces évolutions qui peuvent arriver. On le croise, là encore, hein, je le disais, avec les cartes du réseau pour voir où peuvent être ces risques. On a deux catégories de mouvements de terrain, bien sûr. Les mouvements lents, là, qui sont j'allais dire, à la vie quotidienne, mais des mouvements rapides, s'il peut y avoir, encore une fois, un événement climatique majeur, fort, qui fait que nous devons intervenir. Donc, c'est les mouvements lents, encore une fois, ça peut faire des pertes de confinement, c'est-à-dire mouvement lent, à un moment, la canalisation peut apparaître. Alors, c'est pas, encore une fois, ça se fait pas en 5 minutes. Toutefois, on est attentif à cela. Mais s'il y a un phénomène brutal de glissement de terrain, là, ça peut mettre à nu des canalisations avec des risques d'accrochage et de griffures parce que les canalisations arrivent à l'air libre. Encore une fois, on regarde sur d'autres risques. Là, on va passer aux incendies. On a des zones qui sont plus favorables. Alors, on note que eh bien, la période d'incendie peut être plus longue. Nos études sont sur l'ordre de 3 mois, mais on sent bien avec tout ce qui se passe les étés notamment et bien que cette période d'incendie peut être plus longue. Et du coup, on regarde là encore ce que ça impacte sur le réseau. Mais surtout, ça va être pour pouvoir aller sur la canalisation, il y aura des défrichements. Il faudra peut-être plus défricher pour pouvoir atteindre les canalisations. Comme je vous l'évoquais, on calque la carte avec les installations aériennes et située en zone boisée, on calque notre carte de réseau par rapport aux études, à la fois aux infos que nous avons de Météo France, mais également à l'ensemble des données que nous avons pour regarder quels seraient les endroits où il faudrait agir sur des incendies. Donc 2050,
Les sites sont donc exposés, comme c'est indiqué, de manière plus élevée, et donc on évalue les conséquences des feux de forêt. Là, aujourd'hui, on travaille avec les mines d'Alès, cofinancées également par Terega. Terega, rapidement, c'est le transporteur du Sud-Ouest. Ça s'appelait Gaz du Sud-Ouest à l'époque, puisqu'il y a deux transporteurs en France, hein, GRTgaz et Terega. C'est pour le Sud-Ouest. Et Storengy étant la filiale du groupe Engie qui s'occupe des stockages. Et donc là aussi, ils sont intéressés par les risques climatiques. Les incendies de 2022 dans les Landes et Gironde, notre retour d'expérience nous démontre que même si on est à moins 15 mètres des arbres, les installations n'ont pas subi de dommages. Toutefois, on intégrera ce risque pour adopter des mesures de prévention, comme je l'évoquais, sur des défrichements à venir. Moi, mon chrono s'est arrêté. J'avais mis le chrono, mais il me reste quelques minutes. Oui, vous avez encore une toute petite dizaine de minutes. Ah, d'accord. Oh, bah, je ne consommerai pas, je pense, l'ensemble. Voilà. Alors, en conclusion provisoire, encore une fois, puisque nous avons les suites à donner pour nos activités de transport. Encore une fois, et en synthèse, rapidement, sur les vagues de chaleur, on n'a pas d'impact physique, je dirais, sur le réseau. Encore une fois, il faudra adopter les moyens humains. Les incendies, on a vu qu'il n'y a pas véritablement d'impact, encore qu'il faudra, pour pouvoir accéder aux canalisations, certainement défricher davantage. Les inondations, ce sont les crues torrentielles qui peuvent avoir un impact, mais pour mettre à nu, je dirais, en tout cas pour faire remonter, si j'ose dire, les canalisations à la surface. Le retour d'expérience européen fait apparaître un risque, ce qui était sur quelques slides auparavant, en zone montagneuse. Maintenant, sur l'ensemble du réseau, il n'y a pas de risque majeur, mais nous avons des études à prévoir encore sur lesquelles nous travaillons. Les traversées sous-fluviales que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des examens à faire concernant l'analyse des risques et des installations avec des mesures complémentaires à définir en lien avec le SDIS, le service de secours d'incendie. Nous avons quelques tronçons, encore une fois à date, c'est de l'ordre de 4 km qui pourraient présenter une sensibilité accrue au mouvement de terrain. Voilà, mais là, je dirais le véritable enjeu pour GRT Gaz, pour le transporteur, c'est demain la décarbonation du réseau et puis la décarbonation je dirais, de ce qui est transité. La biomasse, ça va être justement face au risque climatique qu'il y ait moins de biomasse. Prenons je dirais le cas extrême, la France devient un désert. Comment on fait pour avoir suffisamment de biomasse pour des gaz renouvelables, puisque aujourd'hui, eh bien, les réflexions et tous les travaux de GRT Gaz, justement, eh bien, pour décarboner le gaz, puisqu'on passe progressivement, et on va passer progressivement, bien sûr, du gaz fossile au gaz décarboné. Voilà un petit peu la présentation que je souhaitais vous faire concernant GRT Gaz. Merci beaucoup, Laurent Garcia, pour cette présentation. Alors, moi, j'ai quelques questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Moi, de toute façon, j'en ai toujours parce que je suis très attentivement les présentations des intervenants. Alors, j'avais quelques questions. Vous évoquiez donc la track, donc France plus 4 Oui. degrés. Donc ma Mhm. première question, c'était avez-vous attendu finalement le signal gouvernemental de la track ou vous planchiez déjà sur un scénario qui se rapprochait de celui qui a été, enfin, qui est présenté à plus 4 degrés?
On planchait déjà sur un scénario maximaliste de manière, enfin, qui peut le plus, peut le moins. Mm. Pourquoi on planchait déjà là-dessus? Parce que, eh bien, on sentait bien que le gaz n'était pas en odeur de sainteté et donc il fallait déjà réfléchir sur la décarbonation et puis comment avancer. Mais là encore, sur la partie évolution climatique, on regardait déjà depuis quelques années, bien sûr. D'accord, oui, effectivement, vous avez deux gros enjeux quand même avec la décarbonation et progressivement peut-être les impacts sur le réseau. Est-ce que, comment dire, cette réflexion est venue à la faveur d'un événement qui a été marquant, je dirais, pour GRT Gaz en particulier, ou plutôt une évolution tendancielle qui a fait qu'au fur et à mesure, ça a impacté progressivement soit le chiffre d'affaires, soit les interventions, soit le réseau en lui-même? Ça a impacté le chiffre d'affaires parce que on voyait bien, encore une fois, lié à la décarbonation, que le gaz fossile n'était plus en odeur de sainteté. On voit bien aussi la baisse de la consommation de gaz, la baisse tendancielle. Et donc, pour pallier à cela, eh bien, c'est les gaz renouvelables, les gaz verts, toutes les réflexions autour de l'hydrogène demain, enfin, tout ce qui est gaz renouvelable, gaz de demain, gaz du futur, on le voit venir depuis quelques années quand même. Et donc, le centre de recherche de Engie, enfin, travaille dessus, travaille dessus. Quand il s'agit d'avoir, par exemple, des impacts qui peuvent altérer directement le réseau, alors que ce soit transit, bon, distribution, est-ce que vous avez un groupe d'intervention rapide, par exemple, sur un événement constaté qui va justement être dédié et être en veille aussi aux aléas climatiques qui arriveraient à la faveur d'une tempête, à la faveur, voilà, de ces choses comme ça? Bah, historiquement, Engie s'appelait Gaz de France et je dirais tout le maillage du territoire, il y a déjà il y a des stations de compression euh, qui sont sur tout le territoire, mais je dirais les postes de livraison de gaz. Alors si c'est pour un industriel qui tombe en termes de fourniture, bon, c'est très embêtant bien sûr pour l'industriel, mais je dirais c'est pas ça qui met à mal la totalité du réseau. Le fait que historiquement il y ait un maillage du territoire avec des équipes fait que il y a, alors j'ai plus en tête le temps maximal pour arriver, mais enfin il est suffisamment faible. À l'époque de Gaz de France, je crois que c'était à une demi-heure maxi où les techniciens doivent être sur site. Donc il y a des équipes des agents d'Engie qui sont présents et qui viennent très rapidement. Après, si c'est je dirais, un événement comme un glissement de terrain énorme, etc., bon, là, du coup, bon, il y a des renforts qui viennent, et puis, Oui. évidemment, il y a, Ça dépend de la gravité, j'imagine, de l'impact, bien effectivement, sûr, bien sûr. et des dommages. Jérémy, j'ai vu la main qui s'est levée, mais je ne sais pas dont c'était. Voilà. Vous mentionniez, pardon, de calquer finalement les cartes de Météo France à vos propres cartes de réseau. Et tout ça, c'est un travail quand même assez phénoménal, d'autant plus que les cartes évoluent beaucoup à Météo France. Donc, comment ça se passe à l'interne? Vous avez un groupe dédié à ça qui surveille un petit peu l'évolution des connaissances climatiques, qui sont spécialisés justement dans on essayait de se faire superposer les cartes en question, etc., pour ensuite éventuellement faire une sorte de grand diagnostic de vulnérabilité à l'échelle de votre réseau? C'est exactement ça. Et le mot est lâché. Effectivement, la Mm. problématique, c'est la vulnérabilité du réseau qui peut être impacté justement par ces aléas climatiques forts. C'est aussi, ça fait partie des débats parfois musclés Mm. dans le bon sens avec la Commission de régulation de l'énergie, puisque lorsque on détecte à un endroit du réseau potentiellement, il pourrait se passer des choses en termes climatiques, voire risque d'incendie, voire risque d'inondation, etc. Eh bien, c'est là que certains travaux doivent être entrepris. Mm. Là encore, vous allez me dire, si vous, ce n'est déjà fait, oui, mais ça coûte beaucoup. Alors,
vous avez vu le montant des travaux, mais je dirais lié à ces aléas, que ce soit climatiques, d'inondations, d'incendies, etc. Allez, c'est quelques dizaines, peut-être centaines, une centaine de millions d'euros. Bon, par rapport à une entreprise qui a de l'ordre de plusieurs milliards d'actifs réseau, hein. Par rapport à Ouais, ouais, l'actif, le réseau vaut plusieurs milliards, hein. ouais, Donc voilà, vous voyez que je dirais ces dizaines de millions d'euros, c'est terrible à dire, mais enfin, c'est pas l'enjeu. Donc ouais. en revanche, nous sommes très attentifs et ça fait partie des discussions avec le régulateur pour insister sur l'endroit du territoire où il faut injecter ces dizaines de millions d'euros. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des mains qui sont levées, mais je préfère que vous mettiez vos questions, s'il vous plaît, les participants, dans le chat prévu à cet effet. Et moi, je me permets de faire l'interface. J'ai une petite question sur les échanges que vous pourriez avoir, c'est-à-dire les retours d'expérience avec des structures similaires. Vous évoquiez au niveau européen, par exemple. Est-ce qu'il y a un groupe de travail spécifiquement dédié à ça, où vous pouviez un peu échanger vos retours enfin, vos pratiques, les retours d'expérience, etc. Ouais, des instances où effectivement les transporteurs se retrouvent puisque ils vivent les mêmes choses. D'ailleurs, c'est ce que j'évoquais dans un des slides sur le fait il y a eu des inondations en Allemagne, enfin il y a eu des événements climatiques en Allemagne fortement. Donc on échange on tire les leçons du passé pour l'avenir justement. Là encore sur les renforcements de réseau sur tel ou tel remède à apporter. Mais oui, il y a des échanges puisque ce qui est vrai pour un tuyau en France l'est sur une autre partie du monde. Encore que Ouais, c'est pas toujours uniforme. Je dirais les aléas climatiques ne sont pas uniformes sur tout le ouais, territoire. Maintenant, il y a sûr. des instances européennes, bien sûr, où les transporteurs européens se réunissent pour évoquer tous ces risques-là. Bien sûr, bien sûr. Une petite question sur un mot que je ne connaissais pas, peinture intumescente. Est-ce que vous avez des détails plutôt sur ça déjà? Et puis après, est-ce que ça faisait partie, on va dire, de la culture, je dirais, du secteur gaz, ça, ou ça a été quelque chose qui a été découvert et qui peut euh, atténuer, on va dire, certains impacts? Je pense que c'est contre les incendies, j'imagine. Oui, c'est contre les incendies. Oui, ça c'est là encore hérité d'expérience et Ouais, hérité des discussions avec nos homologues, justement parce que eh bien, il peut y avoir ces risques climatiques là. Après, si il faut les tester, donc il y a tout le temps des tests, le temps des retours d'expérience pour voir justement à la chaleur extrême quel est le comportement de la canalisation. ok, très bien. Alors, je vois pas de questions dans le chat. Alors, peut-être j'ai pas fait qu'on va dire les options adéquates. Toujours est-il que vous pouvez toujours poser les questions dans le chat et je suis persuadé que Laurent Garcia pourra y répondre. Et en attendant, on va tout doucement se diriger vers Jérémy. Alors, Jérémy, on a un tout petit peu d'avance, ce qui va vous permettre d'allonger peut-être même votre, votre présentation. Alors, ce que je vous propose, Laurent, c'est d'arrêter le partage de votre écran pendant que je vais présenter Jérémy. Jérémy qui, vous êtes au groupe Transdev. Vous êtes un ancien collaborateur d'élu à l'échelle régionale, métropolitaine et communale et vous avez rejoint Transdev il y a 2 ans, persuadé que les transports publics font partie des solutions et de l'adaptation au dérèglement climatique. Vous avez animé en interne et en externe des ateliers sur les enjeux écologiques, notamment ceux de la fresque des mobilités, en partenariat avec les shifters. Et finalement, votre engagement professionnel et militant se situe désormais au croisement entre les sphères publiques et privées. Vous êtes convaincu que les solutions aux crises à venir nécessitent collaboration, transparence, implication de l'ensemble des acteurs qui vivent leur territoire au quotidien, ce qui me donne l'occasion justement de vous céder la parole pour les 20 prochaines minutes, Jérémy. Alors, je vais voir si j'ai besoin des 20 prochaines minutes, mais bon, je vois qu'il y a des questions qui commencent à être posées dans le chat, du coup. Et,
je vais commencer, puis j'imagine que Laurent pourra reprendre ensuite. Alors, je vais commencer par mon propos. Ce que je vais faire là, c'est vous présenter d'abord donc Transdev, ensuite comment est-ce que le sujet justement de l'adaptation au changement climatique et aux catastrophes qui vont avec, malheureusement, est venu sur la table chez nous. Vous parlez un peu de la méthode et des process qu'on a mis en place en interne pour répondre à ces défis. Et enfin, une ouverture sur les questions voilà, que l'on se pose au niveau du groupe, auxquelles je n'aurai pas forcément les réponses, mais sur lesquelles on pourra sûrement échanger. Des questions même que je me pose très personnellement. Donc, alors, je ne vous ai pas présenté, je suis le mauvais élève de l'aventure. Je n'ai pas prévu de présentation sur laquelle vous allez pouvoir river vos yeux. Je vais simplement vous partager quelques éléments donc, sur le groupe pour qu'on puisse ensuite aller un petit peu plus dans le détail. Donc, Transdev. Transdev, ce qui va être aussi intéressant et un peu à côté peut-être, c'est que nous sommes présents donc sur 4 continents. Donc, je vais vous montrer ensuite la carte. Nous déplaçons donc 12 millions de passagers par jour. Donc Transdev, c'est un opérateur pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout. C'est un opérateur de mobilité, c'est-à-dire que nous opérons pour le compte de nos clients, majoritairement autorités organisatrices de mobilité qui émanent des collectivités territoriales ou des régions, les transports publics. Donc, ça peut être du car, du bus, en fait, tout ce qui déplace les personnes à part les avions. Voilà, donc navette fluviale, transport à la demande, vélo en libre service, etc. Euh, Notre raison d'être, et je vais démarrer là-dessus, puisque elle est un petit peu longue, mais elle est exhaustive, puisqu'on parle de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres. Et pour le sujet qui nous intéresse, on va avoir une vraie question et qui va devenir de plus en plus prégnante. Donc, je vous montre très rapidement la carte, puisque je vais m'appuyer sur des exemples aussi internationaux pour pouvoir répondre au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Et notamment, on va parler un petit peu des États-Unis, du Canada, de l'Irlande, peut-être de l'Australie aussi, pour des exemples qui ont permis d'alimenter pour nous le process et nos méthodes internes, sachant que le siège de Transdev est en France, à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Alors, Transdev, hop, j'arrête le partage. Transdev, donc nous sommes filiale de la Caisse des dépôts à 66% et du groupe Reitman, un groupe allemand. Euh, et, euh, et donc nous avons une organisation qui est assez particulière puisque historiquement, ce sont de nombreux réseaux de transport qui se sont ralliés sous l'égide de la Caisse des dépôts. Donc nous avons une organisation qui est très décentralisée. Donc il y a le siège de Transdev, siège France et siège groupe au-dessus. Mais chaque réseau fonctionne, nous avons une filiale par réseau. Ce sera important pour la suite. Euh, Concernant donc le sujet des infrastructures de transport, euh, concernant notamment les problématiques liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles, euh, c'est important de savoir qu'on a peu de dépendance d'un système central. Donc en cas de catastrophe, on peut réagir très rapidement. Je ne reviendrai pas sur les sujets, plus 4 degrés, etc., qui a été extrêmement bien présenté par Laurent auparavant. Donc, je vais avancer directement à nos sujets. Ce qui est important, c'est que selon les pays, donc on a des différences, notamment nos clients ne sont pas exactement les mêmes quand on est en France ou à l'étranger. Euh, Par exemple, au Canada, je prends l'exemple au Canada, on va avoir les groupes électrogènes qui vont être partagés. Ça peut sembler accessoire, mais en fait, ça veut dire que en fonction quand on se retrouve dans un cas de catastrophe naturelle, il va falloir qu'on se mette très rapidement autour de la table avec les acteurs qui vont avec qui on partage ces groupes électrogènes pour savoir qui a la priorité dessus.
Nous, nos interlocuteurs principaux en France, ce sont évidemment donc, les collectivités territoriales, euh, donc les autorités organisatrices de mobilité. Et nous ne sommes pas, comme peut l'être GRTGA, on n'est pas propriétaire des. Donc évidemment, on vient en tant qu'opérateur, donc nous sommes opérateurs à la fois enfin, opérateurs des réseaux. Donc on va gérer les dépôts de bus, par exemple, le matériel roulant, les hommes et les femmes que nous mettons donc au volant de nos bus ou dans les centres de maintenance. Et concernant les questions d'ouvrage d'art et de voirie, par exemple, et évidemment, c'est la collectivité territoriale ou l'État qui s'en occupe. Cela dit, euh, la question du changement climatique et des catastrophes naturelles va être très impactant pour nous, et notamment pour le service que l'on délivre, puisque, bah, par exemple, si on ne tient pas nos engagements, on va être pénalisé financièrement. S'il y a des coûts supplémentaires, ils sont pour nous. Donc là-dessus, il y a un petit peu sur le sujet de l'adaptation, une zone un peu grise dans les rapports avec les autorités organisatrices de mobilité, parce que le sujet, ça dépend vraiment de qui est-ce qu'on a, qui est notre client et de son niveau de connaissance et de préparation du sujet puisque eh ben, il y a certaines collectivités qui sont très en avance, par exemple, sur le sujet, et avec lesquelles on a ce dialogue depuis longtemps. Avec d'autres, ben, c'est par exemple le sujet de l'atténuation plutôt que celui de l'adaptation qui était privilégié jusque-là. Et j'en viens à comment est-ce que le sujet est venu sur la table. Donc, nous sommes filiales de la Caisse des dépôts et consignations. Et évidemment, le sujet de l'adaptation, il est arrivé un petit peu plus tardivement, y compris au niveau de la caisse, tandis que l'atténuation, lui, était un sujet qui est beaucoup plus ancien et qui fait qu'on a beaucoup progressé depuis longtemps sur la décarbonation, notamment des flottes, de nos activités. Euh, alors, à un rythme qui évidemment dépend de nos clients, puisque nous ne sommes pas propriétaires des flottes, mais nous les accompagnons en tant que coopérateurs, donc on les conseille sur la transition énergétique, notamment avec des vrais débats, hein, notamment sur la question de est-ce qu'il faut aller vers eh bien, le gaz naturel, est-ce qu'il faut aller vers l'électrique, euh, quelles sont les solutions que l'on propose. Là-dessus, nous, le sujet est arrivé assez brutalement, notamment sur la question des assurances, puisque évidemment, avec le changement climatique, les assureurs sont de plus en plus inquiets pour la suite. Et j'avais entendu le chiffre, je crois que c'est en Australie, où il y a une propriété, donc une maison sur 10 qui n'est aujourd'hui plus assurable. Ce n'est pas encore le cas en France, mais on sait qu'il y a clairement des zones pour lesquelles ça devient de plus en plus compliqué. Et nous avons eu un jour un glissement de terrain qui a touché l'un de nos dépôts. Et à ce moment-là, ben, nous étions assurés à 100%. C'est-à-dire que l'assureur n'a pas trop apprécié. Aujourd'hui, c'est clairement le dialogue avec les assurances a évolué. On ne peut plus être assuré à ce niveau-là. Euh, et la question des catastrophes naturelles, donc, on est conscient qu'elles vont être de plus en plus fréquentes. Et moi, je parle aussi de naturel catastrophique, c'est-à-dire des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont maintenant de plus en plus réguliers, voire qui rentrent dans le quotidien, et notamment la hausse des températures. Et là-dessus, on a ce qui nous fait vraiment cogiter en interne, c'est le fait que bah, on va faire face à des changements brutaux. Euh, les alertes des scientifiques et du GIEC sont toujours plus inquiétantes et on a l'impression que quelque chose qui allait prendre beaucoup de temps va en prendre de moins en moins. Cela dit, on a une capacité à faire face puisque là où on a, donc ce sont des régions peu exposées comme la France, justement, qui va connaître ces changements brutaux, tandis que nous avons l'expérience dans d'autres pays, notamment d'endroits où, en fait, c'est ce naturel un peu catastrophique, ils en ont l'habitude. Au Canada,
Nous avons des réseaux qui font face à un gel extrême dans lequel le carburant des bus et des cars gèle directement. En Arizona, quand vous avez des températures qui montent, qui approchent les 50 degrés, ou surtout le bitume peut monter jusqu'à 70 degrés, vous vous posez bien la question de savoir comment est-ce qu'on fait rouler un bus quand le bitume est à 70 degrés. La réponse est à peu près malheureusement simple, on ne le fait pas rouler. Mais dans tous les cas, nous avons un service à rendre. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Nous avons la chance chez Transdev donc d'avoir ces expériences à l'étranger et nous avons commencé par aller chercher donc les endroits où les sites sont les plus exposés à à ces défis climatiques pour aller chercher donc des retours d'expérience. Donc là, on est vraiment sur une approche top to bottom où on va collecter donc les informations, les retours d'expérience et pour pouvoir détecter les pratiques les plus innovantes et la façon de réagir. Donc ça, c'est un listing qui a été déjà mis en place euh, au siège de Transdev et que nous partageons ensuite avec l'ensemble de nos filiales pour que, eh bien, le jour où on fait face dans un réseau en France à un incendie, qu'on puisse tout de suite avoir accès au retour d'expérience de ce qu'on a pu vivre aux États-Unis, par exemple. La force donc du groupe, c'est de pouvoir déjà, je vous ai parlé de décentralisation, mais évidemment, le siège a un rôle à jouer. Et là-dessus, on a pu agir aussi très rapidement lorsqu'il y a lorsqu'on fait face à des défis ou des difficultés, on peut agir très rapidement. Donc, le Covid n'était pas une catastrophe naturelle, mais au moment du Covid, il a fallu tout de suite, vous imaginez bien, euh, avoir activé des leviers d'action sur l'ensemble du territoire, et d'ailleurs partout à l'étranger aussi. La force du groupe, c'est d'avoir pu justement les actionner et mettre tout le monde en interne autour de la table rapidement, prendre les décisions et assurer donc le réseau de transport autant que possible dans un cas assez exceptionnel. Nous avons donc une capacité de récupérer les retours d'expérience, de partager ces bonnes pratiques, mais la décentralisation en elle-même est aussi une force, puisque elle permet notamment d'être plus efficace et plus pragmatique en cas d'urgence. Je vais prendre l'exemple des États-Unis. Euh, alors ça, pour le coup, je ne crois pas que ce soit encore enfin, que ce soit présent en France, mais aux États-Unis, nous avons donc euh, on a fait face à des incendies assez importants et la situation d'urgence, il faut aller chercher des personnes qui sont en danger. Donc, on réquisitionne évidemment les flottes et on va les chercher. Mais nous avons aussi des listes de volontaires qui sont déjà préparées, euh, de personnes qui voilà, sont volontaires, qui sont formées évidemment et qui peuvent être mobilisées en cas de catastrophe en cas d'événement extrême comme celui-ci. Au niveau plus français, évidemment, tous les directeurs et toutes les directrices de réseau ont dans leur tiroir euh, des plans donc, prévus en cas d'urgence, en cas d'inondation. Donc, il y a tout le travail qui est fait, évidemment, avec l'État là-dessus. Et donc, un plan de poursuite d'activité. Donc, il se passe quelque chose, enfin, il se passe une inondation ou un glissement de terrain ou quelque chose. Il faut que tout de suite, et c'est la force de ces prises de décision locales, on peut très rapidement donc, adapter les plannings, dévier une route, en tout cas mettre en place rapidement les actions qui sont nécessaires pour pouvoir continuer à assurer le service. En cas de situation vraiment exceptionnelle, donc type catastrophe naturelle ou on va parler d'accidents Céveso ou autre, mais on va avoir la possibilité de ne pas attendre le national pour pouvoir se mettre en place les leviers d'action urgente au niveau local.
On a déjà actuellement au niveau opérationnel un certain nombre de- d'actions qui sont mises en place puisque maintenant on commence à avoir de l'expérience. Alors ça va être des choses très concrètes et je vais peut-être vous faire sourire là-dessus. Mais eh ben, par exemple, en Irlande, lorsqu'il fait extrêmement froid, pour éviter que les caténaires des tramways gèlent pendant la nuit, eh ben, on a pris l'habitude de faire rouler les trams de nuit à faible vitesse pour maintenir la chaleur sur les caténaires. Euh, Ça va être aussi le fait eh ben, maintenant qu'on sait que les inondations peuvent arriver à des endroits où, à la base, on n'avait pas trop l'habitude d'en avoir, eh bien, c'est que tout ce qui est panneaux électriques, on va les surélever. C'est tout un tas de petites actions comme ça, mais qui sont en fait qu'il est extrêmement crucial de partager, de faire connaître. Et là-dessus, on a cette capacité de partage de l'expérience nous semble assez primordiale. Voilà. Petite ouverture personnelle. Euh, je pense que là-dessus, sur notamment la gestion des risques climatiques et de tous ces défis auxquels on va faire face, on sait très bien que ça ne va pas aller mieux. Clairement, je suis un peu. J'espère évidemment que l'atténuation permettra de ralentir un peu le mouvement, mais on sait que ça va être de plus en plus compliqué. Je pense que là-dessus, il va être important pour nous d'ouvrir un maximum le dialogue avec l'État, avec les collectivités territoriales, mais puisque la non-adaptation nous fait courir des risques financiers et assurantiels qui sont très importants. Et la question des finances, elle est derrière, c'est le nerf de la guerre. Et moi, je m'interroge un petit peu en écoutant la possibilité que l'État en tout cas, fasse un plan d'économie où je ne suis pas politique, je n'ai pas la main là-dessus, mais je m'interroge un petit peu sur comment est-ce qu'on va pouvoir. euh, il va falloir un effort financier important. Il va falloir, nous, on a évidemment notre responsabilité à nous organiser pour pouvoir nous adapter le plus rapidement possible et éviter les coûts supplémentaires en cas de catastrophe. Mais il va bien falloir qu'il y ait un investissement à un moment ou à un autre pour pouvoir assurer ce service de transport qui est nécessaire en cas d'urgence, mais de toute façon au quotidien pour faire vivre l'économie, pour que les gens puissent euh, vivre tout simplement, avoir accès aux loisirs, faire leurs courses, etc. Donc, je m'interroge un petit peu là-dessus. Je m'interroge sur s'il y a des solutions à bas coût. Peut-être que, alors nous, en tant qu'opérateur de mobilité, on a évidemment embrassé toutes les thématiques, tous les modes de transport. Je pense que là-dessus, le fait et là, j'ai peut-être certains collègues qui vont sourire, mais le fait d'intégrer le vélo de façon très opérationnelle dans les modes que nous proposons, euh, c'est aussi une solution qui, en cas de problème avec le réseau de transport, eh ben, une solution de secours, de pouvoir, voilà, je pense que l'investissement, en tout cas des collectivités dans les réseaux cyclables et les politiques vélo, sont une solution en cas de problème, pas l'unique, évidemment, mais en tout cas, ça ne nécessite pas d'énergie et ça peut permettre de gérer certaines situations. Voilà. Et pour terminer, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a encore beaucoup de choses à prévoir, mais je suis persuadé que notre problématique principale, c'est de mettre vraiment tout le monde autour de la table, de s'assurer que on a toutes et tous la même compréhension des enjeux majeurs, vitaux auxquels on fait face. Et ça nous permettra aussi de partager les bonnes pratiques que nous avons apprises donc en France ou à l'étranger avec nos parties prenantes
puisque au bout d'un moment, c'est l'intelligence collective qui nous permettra, avec un effort financier dont je vais parler tout à l'heure, mais je suis convaincu que l'intelligence collective est la clé pour pouvoir faire face à ces défis. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation sans support, sans filet. Bravo. Il y en a très peu, c'était vraiment très intéressant. Je vais donner un peu la priorité aux questions dans le chat, puisqu'effectivement, j'ai décoché l'option, c'est qui vous permet de mettre des questions maintenant dans le chat. Alors, je vais commencer avec une question de Samir Jazouli qui nous parle effectivement des liens entre infrastructures critiques. Et c'est vrai que on aurait pu poser la question à Laurent. Laurent, n'hésitez pas à répondre à des questions dans le chat, mais je vous la pose à vous, Jérémy. Effectivement, on parlait en introduction, j'avais introduit la notion de maillage entre donc d'interdépendance entre tout ça. Et là, votre propos, forcément, était axé sur vos activités, c'est-à-dire les activités de mobilité. Il existe forcément des liens avec d'autres infrastructures, notamment si on parle de véhicules électriques de plus en plus, ça veut dire forcément un lien avec le secteur de l'électricité, mais sans électricité, ça veut dire aussi un lien avec le secteur, bon bref, vous avez compris, des ressources fossiles. Et en même temps, vous parliez du dialogue. De dialogue, vous l'avez enfin, vous l'avez utilisé plusieurs fois ce terme-là. Donc, comment ça se passe là à l'instant T? C'est-à-dire, existe-t-il déjà des groupes de travail entre des infrastructures interdépendantes et qui peuvent éventuellement être mobilisées en même temps et pas forcément qu'une seule lors des situations d'urgence? Alors, avant de laisser Laurent prendre la suite, oui, oui, évidemment, il y a un dialogue. Alors, comme je disais, hein, le dialogue, il se fait à deux niveaux. Il se fait au niveau national, mais aussi au niveau local. Donc, je ne pourrais pas dire de façon exhaustive, ce serait extrêmement long, tout ce qui se fait au niveau local. Mais enfin, ce dialogue, de toute façon, il existe déjà. Maintenant, euh, on, on est obligé, enfin, ça, ça fait enfin, ça fait longtemps qu'il a été mis en place euh, j'essaie je me suis perdu dans ma réponse. En tout cas, ce dialogue, il existe au niveau national et au niveau local. Après, je cherche des exemples, mais Laurent va peut-être me... Alors, j'en profite pour redonner la parole à Laurent au niveau de ces liens entre infrastructures critiques. Oui, bah, enfin, nous, encore une fois, sur ce qui est le plus impactant, c'est le réseau d'électricité. Donc, bien sûr, aussi parce que historiquement, EDF, GDF étaient fusionnés. Il y a eu bon, la troisième directive européenne, enfin les directives européennes qui ont fait que. Et bien sûr, oui, on se parle en tant que transporteur. Je regardais ce que l'interpellation de Samir, voilà, qui disait oui, oui, il y a les réseaux de transport, il faut un réseau stable pour piloter un réseau de gaz. Donc oui, les transporteurs se parlent. Alors, au niveau local, mais c'est surtout au niveau national. En tout cas, dans ce qui concerne l'énergie, c'est surtout au niveau national que les réunions se font, enfin que les rapprochements et les discussions se font. Ça se fait aussi, bien sûr, au niveau des associations, des groupements de transporteurs européens, en tout cas pour ce qui est gaz. Également, il y avait une interpellation un peu plus haut. Alors oui, sur la gouvernance, bon, bien évidemment que tout ce qui est risque climatique sur les infrastructures au niveau de GRT Gaz, c'est suivi au plus haut niveau par à la fois le COMEX et s'est rendu compte en conseil d'administration, et les administrateurs aussi donnent leur avis et puis orientent. Comme nous sommes, GRT Gaz, un réseau critique, nous devons présenter notre plan au ministère, les plans
les différentes études que nous menons. Là encore, tout n'est pas abouti, mais régulièrement, il y a des points avec la tutelle sur bah, justement les infrastructures, je dirais la criticité de l'infrastructure et les réflexions qu'il y a sur les études. On interpellait aussi dans le chat sur la gouvernance. Donc, il y a un directeur environnement, il y a un directeur technique, enfin, et leurs équipes, bien sûr. Il y a évidemment un ingénieur dédié à cela, mais tout fonctionne en mode projet, c'est-à-dire qu'on va chercher la ressource dans l'entreprise pour pouvoir répondre au mieux à cela. Mais encore une fois, oui, les transporteurs se voient régulièrement non, c'était pas forcément pour moi. Est-ce qu'au plus haut Oui, niveau de l'État, ils sont sensibles? oui, Ça, on je va, vous laisse. je vais revenir avec Jérémy sur une autre question sur les seuils critiques. Là, c'est de la part de Philippe Rossello, dont je passe le bonjour en passant. Enfin, comment définissez-vous les seuils critiques et les limites des différentes infrastructures? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des abacs, entre guillemets, ou alors est-ce que vous fonctionnez, vous avez un peu répondu, hein, mais vous fonctionnez en situation d'urgence et auquel cas, à ce moment-là, il peut y avoir la mobilisation notamment de votre flotte de mobilité, hein, vous disiez. Et finalement, c'était intéressant ce que vous disiez, je ne savais pas du tout cet aspect-là, mais ça veut dire que au-delà du secteur du transport, vous avez aussi un rôle quelque part dans les secours. C'est-à-dire que vous pouvez être mobilisé et être au même titre qu'une force de secours. Oui, 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 tout à fait, puisque lorsqu'on a le matériel roulant à disposition, et ça a été encore peu le cas en France, mais dans tous les cas, on l'a connu largement à l'étranger. Euh, Concernant donc alors les seuils, j'ai un peu, en fait, ma difficulté sur la question est que donc moi je suis au niveau de Transdev France et il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau du groupe. Donc s'il y a si j'ai des hésitations sur certaines questions, je n'hésiterai pas à revenir plus tard avec les réponses. Euh, mais du coup, la question sur, euh, sur le seuil. Oui, si vous faites appel, enfin, est-ce que vous définissez des seuils critiques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des tableurs en disant, bon, bah là, il y a, alors ça peut être par exemple, je reprends l'exemple de la tempête, il y a une tempête qui s'annonce, on annonce une inondation sur telle route, admettons, ou tel réseau routier. Est-ce que déjà vous anticipez en disant, il va falloir modifier peut-être les itinéraires, ce genre de choses comme ça? Jusqu'à quel point, en fait, la Oui, oui, question en dehors du seuil, c'est jusqu'à quel point il y a un degré d'anticipation, parce que vous avez parlé plusieurs fois de souplesse et que vous avez, hein. tout à fait. Donc jusqu'à quel point c'est sur l'anticipation et la réaction. Oui, oui, l'anticipation, de toute façon, alors là, on est vraiment au niveau local, même s'il y a un soutien national, mais tout ça se joue au niveau local. Les équipes maintenant ont l'habitude de gérer certaines, enfin, voilà, quand il y a des zones inondables, c'est déjà et on a déjà l'habitude. On essaie d'anticiper un maximum, évidemment, en fonction de que prévoit Météo France donc là, sur des choses qui peuvent un peu se préparer, on est dans l'anticipation. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un glissement de terrain, évidemment, on n'a pas de, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais c'est pour ça et moi, ça a été c'est une question pour laquelle je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais collectifs, sur le fait de mettre vraiment tout le monde autour de la table pour, y compris, prévoir des risques qui sont encore peu envisagés. Et que je pense dans les prochaines années, avec l'accélération du réchauffement climatique, on va avoir des zones sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de faire face à certaines intempéries et certaines catastrophes. Et il va falloir, d'où la nécessité, voilà, de mettre tout le monde autour de la table et de partager ces retours d'expérience qui sont précieux et qui vont permettre ensuite, au niveau local, d'envisager donc les déviations, et je parle
j'ai beaucoup parlé de la question du matériel, mais c'est avant tout la sécurité des hommes et des femmes, que ce soit conducteurs, conductrices, passagers, nos agents. Ça va être ces personnes-là qu'il faut protéger en priorité parce elles sont clés ensuite dans la gestion. Mais quand on parle, je me permets juste une petite parenthèse sur le fait que dans les cahiers des charges que nous proposent les autorités organisatrices de mobilité, on commence à avoir le sujet de l'adaptation au changement climatique avec notamment les pics de chaleur. Euh, Quelles sont les solutions proposées pour justement que ce soit supportable de voyager dans le tramway quand il fait 45 degrés. Euh, c'est encore, à mon avis, assez balbutiant. Il y a encore il va y avoir un besoin dans ces appels d'offres et ces cahiers des charges de monter en puissance sur ce sujet de l'adaptation et de la gestion des risques. Mais ça, c'est un avis très personnel. Et justement, c'est sur cette montée en compétences, puis ça rejoint la question de Nathalène Pénin sur l'expertise qui est déjà offerte en termes d'adaptation, qui était déjà depuis quelques années, j'en connais un peu quelque chose là-dessus, mais qui s'est vraiment accéléré, on va dire, les 4-5 dernières années. Jusqu'à quel point vous faites appel maintenant éventuellement à ces experts? Alors aussi bien sur la question pose par exemple sur la cartographie des vulnérabilités, mais vous aviez parlé tout à l'heure plutôt sur des choses qui pourraient être de l'ordre de la formation, par exemple les formations des conducteurs, des conductrices, des formations d'interaction avec les passagers peut-être, ou des choses comme ça, en tout cas pour essayer de mieux vivre ces conditions qui sont en train de s'installer et qui peuvent parfois être un peu difficiles. Est-ce que justement, et là je fais le lien avec ce que vous disiez sur le listing des retours d'expérience, vous aviez cité le Canada et par exemple, admettons Las Vegas, enfin un endroit comme ça. Voilà. Est-ce que vous faites aussi appel à ces retours d'expérience qui sont du quotidien, mais qui peuvent s'accélérer dans les années à venir? Alors, on va avoir nos retours d'expérience en interne, mais clairement, moi, c'est ce que j'ai découvert. Ça fait 2 ans que je suis chez Transdev. Donc, ce que j'ai découvert, c'est l'importance des parties prenantes. Et là où nous n'avons pas d'expertise, on va déjà lister toutes nos expertises, on va les partager. Et là où on a besoin d'être appuyé, on n'aura jamais aucun problème à aller chercher les expertises ailleurs, sur tous les sujets, notamment celui de l'adaptation. Évidemment, nous avons une maison mère, donc la Caisse des dépôts, qui a beaucoup de choses à proposer sur le sujet. Et lorsqu'on parle d'atténuation, je rappelle qu'au-delà de la question du réchauffement climatique, il y a aussi la question de la chute de la biodiversité pour laquelle nous avons aussi on doit agir sur tous ces sujets-là. Donc, évidemment, on va chercher, alors que ce soit au niveau international, national, toutes les expertises possibles pour faire face à ces sujets-là, mais au niveau local aussi. Et là, je m'appuie notamment sur, puisque j'ai vu qu'il y avait quelqu'un avait cité la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB. Mais sur beaucoup de sujets, maintenant, on essaie d'aller chercher, puisqu'on a aussi une responsabilité à faire vivre et à faire participer les territoires dans lesquels on est opérateur. Et moi, j'ai des exemples sur tous les territoires où, quand il y a une expertise locale, on va chercher une expertise locale avec laquelle on puisse partager justement nos questions, nos réflexions et avoir un regard extérieur qui est souvent très enrichissant. Alors juste un petit clin d'œil effectivement par rapport à la FUB, je ne sais pas si vous connaissez aussi, il y a Bruxelles Mobilité qui a un petit clip sur comment dire, qui met en valeur le système de transport le plus performant, c'est-à-dire le pied. Et donc j'ai trouvé ça assez Oui, remarquable. Voilà. c'est une campagne publicitaire. Ouais. Et Ouais, je m'en c'est souviens bien. c'est assez C'est déroutant. très. Ouais. Et, je- et en fait, quand je parlais tout à l'heure du fait enfin, de l'usage du vélo, euh, mais en fait, à chaque territoire va correspondre une solution ou des solutions, plutôt des solutions différentes.
Et n'oublions pas que dans certains centres-villes, on est à plus de 50% où le mode de déplacement principal, c'est, c'est le pied, c'est Mm. la marche. Ouais. Donc là-dessus, si nous, quand on parle de rentrer dans un bus, par exemple, on peut oublier que c'est une intermodalité, puisqu'on passe de la marche jusqu'au bus. Le bus, il ne vient pas vous chercher en bas de chez vous. Donc, on a besoin d'être en dialogue aussi avec nos clients, avec les AOM, les autorités organisatrices de mobilité, pour leur dire comment est-ce qu'on peut envisager cette intermodalité, cette multimodalité, qui prennent en compte aussi la marche, le vélo, etc., comme des réponses à la mobilité globale. Allez, une petite dernière question avant de passer la main à Valentine qui trépigne, je la vois déjà. C'est une question sur les blocages, en fait. Vous parliez beaucoup de la nécessité de se faire rencontrer les parties prenantes, de discuter, etc., de se mettre autour de la table. Et quels sont, selon vous, les blocages? Et ça rejoint une des questions avec le désengagement de l'État sur la planification écologique. Pensez-vous qu'au plus haut niveau, ces éléments sont pris en compte ou au contraire balayés ou peut-être même minimisés? Question très politique, question à laquelle j'aurais un peu je vais essayer d'être le plus sincère possible. Je pense que il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de blocage qui soit vraiment, qu'il y ait une volonté délibérée de blocage. Je pense que on est face, on se retrouve justement, on n'est pas face. Nous vivons, nous coexistons avec de nombreux acteurs institutionnels, associatifs, citoyens, etc qui ont des priorités qui peuvent être différentes des nôtres et que la grosse problématique, c'est à la fois de trouver les personnes qui sont dans toutes, hein, dans les institutions, dans tous ces, qui ont envie d'agir sur ces sujets-là, qui ont envie d'en faire leur priorité et donc qui partagent cette priorité. Euh, et, et parfois, oui, il y a des blocages parce qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ce n'est pas le sujet numéro un. Et donc, moi, je vais vous dire, en tant que personne un peu militante qui est rentrée en se disant la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, elle va se jouer notamment dans les transports, eh bien, je me sens tout à fait à ma place et du coup, je porte le sujet autant que possible, même si ce n'est pas mon expertise complète, j'essaie de faire au mieux sur ce sujet-là, de rencontrer, de faire du réseau avec un maximum de personnes pour lesquelles c'est la priorité. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve autour de cette table à échanger. Et encore, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces éléments et qui me permettent de passer la main directement à Valentine Huet. Alors, Valentine, je vais vous présenter brièvement. Vous avez effectué des études à la Sorbonne en sociologie, mais aussi en Suède, à KTH, peut-être je prononce mal, en urbanisme durable, pardon. Bon, urbanisme adorable, pourquoi pas, avant de développer votre champ d'expertise sur l'aspect transformationnel de l'adaptation au changement climatique. Vous êtes engagé aussi auprès d'organismes internationaux, pardon, tels que Youngo pour la représentation de la jeunesse au COP. Et vous avez travaillé au sein de collectivités territoriales pour des organismes publics en tant que chargé de mission de développement durable, puis consultante en transformation organisationnelle. Et vous êtes aujourd'hui chef de projet prospective environnement et adaptation climatique au sein de Léonard, une plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci, pour lequel vous coordonnez de groupes de prospective adaptation climatique. Alors par contre, on avait fait le test. Moi, je ne vois pas votre Ah, présentation, mais c'est pas grave, ça ne saurait tarder. C'est toujours oui. les petites surprises techniques, évidemment. Euh, Je pense que je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors là, c'était comme la première Comme fois qu'on avant? a fait, c'est-à-dire qu'on ne voit que qu'un Ok. morceau de la présentation. Il me semble que la deuxième fois, le deuxième essai, on avait réussi à voir entièrement. Est-ce que maintenant c'est mieux? Maintenant, pour moi, c'est noir. Ok. Bah, je pense qu'on va rester sur le premier format parce que j'ai l'impression que ça ne veut pas le faire. Ok. Alors, Alors, attends.
Ok. Alors, est-ce que c'est quand même ok? Vous pouvez, c'est assez lisible ou... Ben là, pour moi, je ne vois rien, en fait, pour tout vous dire. J'ai l'impression que non, le partage... Ça a sauté là, non? Oui, là, j'ai l'impression que oui. Alors, est-ce que là c'est Voilà. mieux? Voilà, si vous mettez... Ah, ben c'est formidable. Voilà. Merci Parfait. Valentine, je vous laisse la main pour 20 Pas de minutes. souci. Oui. Bon, déjà, merci à tous pour votre présence et puis aussi à Laurent et Jérémy pour vos premières présentations qui sont quand même assez complètes sur les enjeux de l'adaptation et comment vous, à l'échelle de vos métiers, vous la traitez. Moi, du coup, j'ai un point de vue qui est un peu différent dans le sens où donc, je travaille pour Vinci et plus précisément pour Léonard. Donc, vous allez le voir, c'est une présentation euh, qui, de par la spécificité des métiers de Vinci et de ses activités notamment de concession et de contracting, à travers des métiers de mobilité, d'énergie et de construction, font qu'on a quand même une multitude d'enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Euh, donc peut-être d'abord pour vous présenter Léonard. Léonard, donc, c'est rattaché à la holding du groupe Vinci. C'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe. On est situé à Paris 12e, juste à côté de la gare de Lyon. L'idée de ce lieu, c'est d'être le plus grand laboratoire d'Europe dédié justement à l'avenir des villes et des infrastructures. Et on accueille des espaces de coworking. On incube également des projets innovants qui sont toujours liés au métier de Vinci. C'est également, on est également l'hôte de la fondation Vinci pour la Cité, qui a pour but d'insérer les personnes plus en difficulté à travers le travail. Et puis la Fabrique de la Cité, qui est donc le think tank dédié aux enjeux de la ville depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est pour le lieu. Il y a également une trentaine de personnes qui travaillent chez Léonard dans cette plateforme. Donc, il y a la partie prospective à laquelle je fais partie. L'idée, c'est d'identifier des tendances qui vont justement venir structurer les décisions de nos membres de Vinci, donc du COMEX, mais pas que. Également, il y a toute la partie entrepreneuriale sur laquelle on s'appuie et innovation. On a plusieurs programmes d'accompagnement de startups selon leur maturité, mais également un programme sur l'intelligence artificielle qui a pour but d'implanter cette l'intelligence artificielle dans les différentes entités, et puis aussi un programme entrepreneurial si jamais les collaborateurs souhaitent développer leur projet. Et puis après, on a aussi une partie de partenariat et d'accompagnement au design thinking pour les entités et les collaborateurs Vinci qui souhaiteraient venir concrétiser des projets d'une manière un peu différente. Et puis, comme ça reste un lieu qui est ouvert, c'est un lieu qui porte énormément d'événements auxquels vous êtes tous conviés, bien évidemment. Et puis c'est aussi un espace qui est dédié aux collaborateurs Vinci qui souhaitent venir travailler, étant donné que notre siège est situé à Nanterre. Et puis après, vous allez voir, Vinci est réparti un peu partout dans le monde. Il y a près de 132 pays dans lesquels nous sommes présents, 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, euh, près de 280 000 employés répartis dans 5 entités. Donc, vous connaissez sûrement certaines d'entre elles, mais peut-être pas toutes. Donc, on a Vinci Construction, Vinci Concession, Vinci Autoroute, Vinci Énergie, Ecobra IS, et puis enfin Vinci Immobilier. Et en fait, toutes ces entités ont fait face au changement climatique d'une manière ou d'une autre. Côté concession et autoroute, donc c'est plutôt des entités qui sont sur des programmes de concession. Et donc, elles ont fait face à des submersions marines, comme vous pouvez le voir avec Vinci Concession, c'est l'aéroport Itami à Osaka au Japon, qui a fait face à des submersions marines. Aussi, Vinci Autoroute, là c'est l'A8 que vous pouvez voir, qui est complètement submergé, enfin en tout cas inondé, et où ça peut être assez contraignant déjà parce qu'il peut y avoir des morts, donc ça c'est juste pas envisageable. Et puis ensuite pour la continuité d'activité, qui est quand même le devoir de Vinci Autoroute de par son contrat concessif. Et ensuite, on a une autre partie qui est plutôt sur le contracting avec Vinci Immobilier, Vinci Construction et puis aussi Vinci Énergie, qui là voit des dynamiques évoluer de par les contrats auxquels ils répondent. Par exemple, ça peut être Vinci Immobilier avec, là vous pouvez le voir, la photo, c'est le village olympique, suite aux Jeux Olympiques, où il y a eu énormément d'incitation à aller vers la réversibilité des bâtiments, mais aussi de ne pas avoir de climatisation et tout en s'adaptant à un climat qui a été pensé, enfin en tout cas les infrastructures ont été pensées pour un climat à 2050. Et puis on a aussi Vinci Construction, toujours dans la même veine des Jeux Olympiques. Vous pouvez le voir, c'est la photo
qui est issu des bassins de rétention pour les eaux pluviales, pour justement que la Seine soit baignable. Et enfin, il y a aussi Vinci Énergie qui voit ses contrats évoluer avec, par exemple, post-cyclone, là vous pouvez le voir, c'est aux Antilles, où ils font face à des contrats qui viennent pour venir réparer post-aléa. Donc toutes ces entités-là voient que le changement climatique impacte déjà les activités. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé le groupe a décidé de s'intéresser au sujet. Et le parti pris qui a été décidé, c'est d'utiliser la prospective comme moyen pour explorer justement ce sujet-là. Comme l'a dit également Jérémy, l'atténuation a aussi été chez Vinci et il est toujours le fer de lance de par aussi des directives nationales et européennes qui sont très axées sur ça, mais aussi de par les COP qui sont donc plutôt axés sur l'atténuation. Et donc on s'est dit que l'adaptation, étant donné que il n'y a pas encore trop d'incitation sur le sujet, en tout cas jusqu'à il y a 1 an ou 2, on a décidé de prendre le pari de faire la prospective sur le sujet. Et pourquoi? Eh bien justement pour anticiper, explorer les risques, mais aussi les opportunités qui sont associées au sujet. Pour ça, on a travaillé sur des scénarios d'évolution possibles, dans le but de développer une prise de décision qui soit éclairée de la part de nos membres, et puis toujours en s'intégrant aux stratégies environnementales du groupe qui sont en cours. Je peux donner par exemple l'exemple du prix l'environnement, qui est un prix interne où chaque collaborateur peut venir proposer des solutions de projets axés sur l'environnement bien évidemment. Et c'est la première année qu'on a ajouté la catégorie d'adaptation. Donc voilà, c'est comment on vient s'intégrer, sachant que par exemple l'atténuation était là depuis pas mal d'années. Et donc là, l'idée c'était de venir ajouter une nouvelle catégorie. Pour ça, à la prospective, donc la prospective de Léonard chez Vinci, on a une manière de fonctionner en groupe de travail. Donc pour ça, on a besoin de 2 sponsors. Alors, pas toujours 2, mais en tout cas, en l'occurrence, là, c'était le cas. La première, donc, c'est Isabelle Spiegel, qui est directrice de l'environnement Vinci, et puis membre du COMEX Vinci sur le sujet. Et puis, on a voulu allier aussi l'opérationnel avec Manuel Pelletier, qui est donc le président directeur général de Sous-Étanche Fraissinet, qui est une des filiales de Vinci Construction. Et ils sont complétés et accompagnés de 22 autres membres qui sont donc tous représentatifs des enjeux et des entités Vinci pour justement venir faire remonter quels étaient leurs besoins sur le sujet et leur vision par rapport aussi aux signaux faibles, mais pas que, sur le sujet. Pour ça, ensemble, on a déterminé 4 axes de réflexion. Donc peut-être juste pour vous situer au niveau de la temporalité, on a lancé cette démarche en mars l'année dernière. Pas mars 2024, mais 2023. Dans un premier temps, on a décidé de mettre en place quels sont nos axes communs de réflexion et qui vont justement venir guider toutes les actions que je vais vous présenter ensuite. Donc le premier axe, on est sur comprendre les besoins marché actuels, comme vous l'avez vu avec les premières photos, mais aussi futurs. Ensuite, favoriser la montée en compétences en interne, étant donné qu'on a observé que ce n'était pas forcément un sujet qui était toujours bien connu ou bien identifié des collaborateurs. Également proposer et développer des solutions qui soient cohérentes aux besoins de nos clients. Et enfin, toujours dans la même veine, accompagner nos clients pour qu'ils développent justement des réflexions plus systémiques et pour éviter justement l'écueil d'omettre l'adaptation, mais bien de penser sur un temps long et aussi en réseau et en système. Pour ça, on s'est mis dans la peau d'un collaborateur. Donc là, je dis on, c'est vraiment le groupe de travail et moi, justement pour comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient adopter en fait ce réflexe adaptation qu'on souhaitait mettre en place au niveau groupe. Donc on a identifié d'abord un besoin de sensibilisation au sujet. Ensuite, un besoin d'outils pour modéliser les risques. Et donc pour ça, on a un outil déjà en interne qui s'appelle Resilience, qui a été développé par l'un des bureaux d'études de Vinci Construction qui s'appelle Résalience. Donc ça, c'est un outil qui est déjà en place en interne. Donc on n'a pas eu trop à le modifier, mais en tout cas, on l'a intégré complètement, toujours dans cette logique de s'intégrer dans l'existant et de faire mieux à partir de l'existant. Également, on a identifié un besoin de solution d'inspiration, mais aussi un besoin d'arguments sur le financement, étant donné que des fois, les projets à variante adaptation peuvent être un peu plus coûteux. Alors, ce n'est pas le cas pour tous, mais pour certains. Et donc, pour éviter que ce soit une barrière, trouver un argumentaire qui soit cohérent pour justement venir inciter les collectivités, mais pas que, aussi tout type de clients, à tendre vers ce type de projet qui nous semble plus vertueux.
Et enfin, et donc là c'est plutôt de l'interne, enfin, on revient vers l'interne, il y a un besoin de fluidifier la transmission d'informations, notamment vis-à-vis de nos assureurs. Je vais le développer juste après. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu un aperçu de ce parcours du collaborateur Vinci. Et on l'a divisé en 3 temps, le temps d'apprentissage, ensuite la phase de déploiement, et puis enfin la réponse aux appels à projets, les appels d'offres. Pour ça, on a décidé d'entrer par la clé métier, qui est quand même, comme vous l'avez vu, assez diverse de par les différentes activités. Donc, on a divisé ça en grands thèmes d'activités qui pourraient être impactées et qui le sont déjà pour la plupart d'entre elles. Donc, bâtiment, rénovation énergétique, infrastructure énergétique, transport et route, et enfin, infrastructure liée à l'eau. Et puis, pour ça, on a développé une typologie de solutions qui se retrouve dans un catalogue de solutions qu'on a développé pour le groupe qui regroupe à peu près 80 solutions. Donc c'est non exhaustif, mais bon, ça a toujours le mérite d'exister. Et donc on a développé à la fois des solutions de diagnostic, donc notamment sur la modélisation des risques sur des projets, donc les risques climatiques. Également de la prévention avec différentes solutions qui ont été déjà mises en place par les entités. Et enfin de la réparation, comme on l'a vu par exemple avec Vinci Énergie, avec de la réparation post-cyclonique. Mais il y en a d'autres, notamment chez Vinci Construction. Je vais peut-être rentrer plus en détail dans les livrables. On l'a du coup divisé en 3 parties. Enfin, nos actions se sont divisées en 3 parties. La première, donc, c'est sur l'offre de valeur. On a développé une formation action pour les collaborateurs qui est donc sur mesure pour chaque entité. Avec toujours l'idée d'assimiler ce réflexe d'adaptation pour chaque collaborateur. On l'a, à titre d'exemple, on l'a fait pour notre journée de l'environnement qui était le 24 septembre dernier. Et on l'a fait donc pour Vinci Immobilier. On a formé plus de 500 collaborateurs, mais également aussi d'ailleurs Vinci Énergie. Donc voilà, l'idée, c'est commencer à diffuser cette action-là. On a également fait le catalogue des solutions que je vous ai présenté juste avant pour inspirer et donner à voir les solutions qui sont possibles, mais aussi éventuellement créer des synergies entre entités parce qu'ils ne sont pas tous au courant de tout ce qui se fait et nous non plus. Également, toujours en interne, il y a cet enjeu à assurer nos infrastructures dans un monde qui est incertain. Donc on est en train de développer une méthodologie pour fluidifier la transmission d'informations entre acteurs internes. Et donc là, c'est plutôt un enjeu entre nos assureurs et les équipes conception, dans le sens où les assureurs ont besoin de justifier nos projets auprès de leurs propres assureurs ou de leurs courtiers en assurance. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir une large connaissance des spécificités du projet, à la fois en termes de risques climatiques et d'aléas climatiques qui vont toucher les projets, mais également en termes de réponses. Quelles sont les réponses que nous, on apporte pour justement venir adapter ces infrastructures ou ces projets face au changement climatique. Donc, c'est vraiment de l'interne dans la transmission d'informations. Et puis après, on a plutôt donc aller vers l'externe, s'ouvrir à l'externe avec l'équation économique de l'adaptation. Dans un premier temps, on est sur un guide des financements. Donc, on a fait une étude interne sur quels sont quels sont les financements disponibles sur le sujet de l'adaptation au changement climatique à différentes échelles géographiques. On s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup et qu'ils n'étaient pas forcément tous utilisés et que justement nos clients pourraient venir euh, répondre à ces appels de financement pour justement venir financer des projets plutôt adaptation et pour éviter justement que ce soit une barrière, cet éventuel surcoût financier. Et enfin, on a développé des scénarios pour esquisser justement les modèles économiques des projets d'adaptation, dans le sens où on est très conscient que l'État, qui fait déjà énormément en termes de subventions publiques sur le sujet, même si on sait que ça pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà très bien. Mais on voit bien qu'au vu des coûts qui sont annoncés pour l'adaptation climatique, l'État ne pourra pas pallier à tous ces coûts-là. Et donc nous, on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut essayer de changer la donne et essayer de réfléchir à des nouveaux modèles économiques pour justement répondre à ce manque de financement. On a également d'autres actions qui sont citées juste en dessous, notamment la réponse à la TRAC. J'ai vu que vous l'aviez évoqué également précédemment. C'est également quelque chose que nous faisons. Donc voilà. Et si je peux résumer, parce que je pense qu'après c'est terminé. Le positionnement du groupe Vinci, ça a vraiment été d'utiliser la prospective pour justement faire le pont entre les besoins de la réalité opérationnelle et la nécessité de se projeter sur le temps moyen/long. Justement par rapport aux défis auxquels les territoires vont faire face et vont être confrontés demain et même aujourd'hui. Et donc cette idée de décentraliser aussi, qui est très spécifique à Vinci de par l'ampleur de l'entreprise, c'est de créer cette transversalité-là à travers le groupe de travail que je vous ai présenté juste avant pour venir comprendre des enjeux qui sont globaux
mais aussi nourrir le terrain en atterrissant sur des propositions très concrètes pour voilà, venir faire infuser ces réflexes d'adaptation. Et je rejoins également Jérémy sur la nécessité de s'ouvrir vers d'autres acteurs pour co-construire ensemble. On est convaincu également de ça et c'était quelque chose qui a été très marqué dans notre réponse à la track. De justement venir bah, voilà, renforcer le dialogue entre différents acteurs, publics, privés, et puis collectivement avancer vers une vision qui soit soutenable pour tous et dans une direction qui soit la plus vertueuse possible. Donc voilà, je reste disponible pour toutes vos questions et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Valentine, pour cette présentation dynamique et riche qui m'a amené évidemment beaucoup de questions. N'hésitez pas si vous en avez, évidemment, soit dans le chat, soit que ce soit Jérémy ou Laurent d'ailleurs. Ma première question, c'est ce sur quoi vous avez terminé, c'est-à-dire la co-construction, mettre ensemble les parties prenantes, etc. Mais concrètement parlant, est-ce que vous avez des recettes qui marchent plus que d'autres? Est-ce que ça va être justement à travers de webinaires avec des tables rondes? Est-ce que ça va être à travers des événements? Est-ce que ça va être plutôt des événements formels, informels? Est-ce que déjà vous avez repéré des ingrédients de recettes dans lesquels les échanges d'informations ou les interactions sont plus, je dirais, sont plus concrètes et surtout sont plus enrichissantes et éventuellement débouchent sur quelque chose de plus tangible. Ouais, je pense que ça se fait à différents niveaux. La chance qu'on a, donc, comme je vous disais, c'est qu'on est Léonard, donc on est un petit peu à côté du siège de la holding. On a un regard qui est un peu plus, qui peut se permettre d'être un peu plus un pas de côté par moment. On a énormément d'événements, comme je vous le disais, notamment le festival Building Beyond, qui est un festival annuel. Et donc, le sujet de l'année dernière, d'avril dernier, était sur l'adaptation. Donc, pas que le changement climatique, mais l'adaptation en règle générale. Et ça nous a permis, bien évidemment, d'accueillir un nombre d'intervenants renommés sur le sujet de l'adaptation climatique. Donc forcément, ça permet d'avoir des contacts aussi assez informels, mais aussi plutôt formels. On a également le groupe de travail qui accueille dont je vous parlais, qui accueille des intervenants sur le sujet. Et après, côté plutôt holding, il y a forcément Isabelle Spiegel qui elle aussi a des réseaux, qui organise bien évidemment des rencontres informelles, mais aussi plus formelles. Donc on essaie vraiment d'être sur différents moyens pour justement à la fois montrer qu'on est aussi acteur sur le sujet et puis aussi venir co-construire tous ensemble pour comprendre quels sont les enjeux et les dynamiques des uns et des autres. Donc effectivement, tous les moyens sont bons pour avancer. Ok. Je reviens maintenant sur le guide des bonnes pratiques. Je me souviens plus, c'est peut-être pas l'intitulé exact, mais ça Catalogue ressemble des un petit solutions. peu. Voilà. Ça ressemble un petit peu au listing de Transdev de Jérémy. Et donc jusqu'à quel point, comment dire, parce que la difficulté d'un guide, c'est justement comment le faire vivre et comment le faire évoluer, je dirais, voire Mm, même comment doit-il avoir une dimension itérative, parce que mm, certaines pratiques, peut-être avec un peu plus d'expérience sur le temps long s'avère peut-être moins performance, ou au contraire amène des co-bénéfices sur lesquels on n'avait pas pensé, etc. Donc ça veut dire que mm. vous avez une forme de veille sur ça. Comment vous y prenez pour faire remonter tout ça? Oui, alors donc déjà c'est un guide qui est annuel, donc on le met à jour effectivement tous les ans. Donc voilà, il y a déjà cette remontée d'informations par des personnes qui sont au courant qu'il y a ce guide-là et donc qui viennent nous envoyer leurs projets, parce qu'il y a aussi un enjeu de visibilité avec ce catalogue-là qui est à chaque fois inauguré par Isabelle Spiegel. Donc il y a aussi un poids, un portage au niveau de l'entreprise qui est assez fort. Euh, Également, via le prix de l'environnement dont je vous ai parlé, qui est un prix interne de solutions, nous, on fait aussi une remontée d'informations à ce niveau-là. Et puis, on vient contacter des points clés. Donc, souvent, c'est des directeurs ou des directrices environnement de chaque entité qui, eux, viennent nous faire des remontées d'informations sur des projets auxquels ils ont eu connaissance et qui peuvent être affichés dans ce fameux catalogue. Donc, il y a ça. Et puis aussi, une manière de le faire vivre, c'est à travers les formations actions, adaptation dont je vous parlais où, bien évidemment, on présente ce catalogue-là, on leur dit qu'il existe, on le distribue en salle auprès des uns et des autres. Donc ça permet aussi de diffuser cette matière-là au plus proche des collaborateurs.
Alors moi j'ai une petite question par rapport aux formations, enfin en fait j'en ai plusieurs. La Mhm. première ça va être un peu la difficulté des formations, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est un peu un one-shot de connaissances, mais que ça entraîne pas forcément une évolution dans ce qu'on pourrait appeler la conduite du changement ou des choses comme ça. Comment Mm. vous arrivez à, comment dire, est-ce que vous avez un suivi d'abord de vos formations sur les résultats tangibles que ça peut donner et comment éventuellement vous arrivez, ou au contraire c'est peut-être un obstacle aussi à ne pas tomber dans cet écueil de simplement faire de la formation pour avoir des chiffres de personnes formées, mais à l'arrivée, pas forcément des changements dans les comportements ou les activités. Alors déjà, déjà on est au début quand même de cette démarche-là, parce qu'on l'a lancée au début de l'été. Donc on est vraiment au début de tout ça. En revanche, on a déjà commencé à réfléchir à l'impact pour justement évaluer quels étaient, enfin voilà, est-ce que ça avait de l'impact ou pas pour les collaborateurs. Aussi, autre chose avant que je réponde, c'est qu'on est vraiment sur une formation action de sensibilisation. L'idée, c'était vraiment d'aller, de diffuser au maximum l'enjeu adaptation, étant donné que le message jusqu'à présent côté holding était plutôt axé sur l'atténuation, comme je l'ai précisé au tout début de mon intervention. Et donc, l'idée, c'est vraiment de commencer à faire, à intégrer en tout cas la notion. Donc, déjà, on commence step by step. Et l'autre, pour répondre du coup à ta deuxième question, c'est qu'on à la suite de ces formations actions-là, on propose, en fait, on envoie un petit questionnaire de satisfaction. Et l'une des questions est est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Et dans ces propositions d'action pour aller plus loin, il y a notamment un accompagnement personnalisé pour des projets clés. Et donc, et on en a déjà quelques-uns, notamment côté Vinci Immobilier, où l'idée c'est de venir challenger un projet avec une équipe qui donc est partante pour venir challenger son projet sur la composante adaptation. Et donc là, c'est l'histoire d'une matinée ou d'une après-midi où on vient challenger ce projet-là, voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin, tout en répondant bien évidemment aux incitations des clients. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller plus loin avec on va dire des alliés. C'est un peu la stratégie des alliés, avancer avec ceux qui sont convaincus à partir de cette première sensibilisation. Ok, une question dans le chat de Philippe Rossello sur la prospective stratégique. Jusqu'à quel Mm. point elle est prête à faire évoluer justement ses pratiques professionnelles et celles des partenaires et des collaborateurs? Alors juste, je remets un peu en perspective. C'est vrai que la prospective, ça a aussi un historique puisqu'on parle des années des peut-être 5, allez, 60-70. Ça prend diverses formes puisqu'il y a la prospective qualitative, quantitative, etc. Donc aujourd'hui, bah d'abord, quelle forme privilégiée elle peut avoir et quel impact elle peut avoir justement sur l'évolution des pratiques professionnelles. Oui, bah, c'est une très bonne question. C'est un peu ce que je vous ai présenté au début quand le parti pris a été vraiment bah, d'anticiper et d'explorer les risques liés au sujet pour le groupe Vinci. Donc c'est vraiment dans cette posture-là qu'on s'est Ah, mis. Euh, on vous perd un peu, Valentine. euh, également alors comme le sujet de l'adaptation est quand même un sujet et que nos... Ah, est-ce que vous m'entendez? Que la connexion est instable, pardon pour ça. J'essaie vraiment voilà, de favoriser une précision qui soit éclairée. Effectivement, c'est plutôt une prospective qui est stratégique dans l'idée justement de venir embarquer les partenaires et les collaborateurs internes. Ok, on a réussi à avoir le fin du mot en accéléré Pardon. après une petite, une petite interruption, mais la réponse était claire. Dans la continuité, vous parliez que les métiers étaient un peu une clé d'entrée. Je trouvais ça très, très intéressant. Et en même temps, je me disais, mais quelle réception de la thématique adaptation, qui est une thématique tout à fait nouvelle, etc., sur des métiers où on peut retrouver des collaborateurs qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, on va dire, avec des automatismes, avec tout un réseau, etc. Jusqu'à quel point ça, on va dire, c'est ouvert à la réception de ces nouveaux enjeux et jusqu'à quel point ça infuse au point, là encore, je reviens sur l'évolution des pratiques. Est-ce que vous avez un peu des retours sur ça? Oui, alors c'est aussi pour ça qu'on a fait un groupe de travail. Donc, je vous ai présenté les deux sponsors, mais on a aussi 22 membres, donc comme je vous l'ai dit, qui sont
représentatifs des différentes entités, tous ont un rôle très stratégique. Et donc, il y a forcément aussi une question de hiérarchie. Même si ça reste décentralisé, il y a quand même de la hiérarchie dans le groupe. Et ça permet pas de forcer parce que c'est pas l'idée du tout, mais de venir infuser en tout cas des sujets. Enfin voilà, s'il y a le directeur de telle entité qui propose à ce que cette formation-là soit mise en place ou que le sujet soit pris à bras le corps par telle ou telle entité parce qu'il y a un intérêt pour le groupe, les collaborateurs vont bien évidemment réfléchir sur le sujet et s'y pencher. Donc il y a un peu ce sujet-là aussi et c'est pour ça aussi qu'on a embarqué euh, le collectif à travers des membres qui étaient plutôt de haut niveau pour faire infuser cette notion-là ensuite. Ok. Et vous avez présenté un petit peu le groupe au début, qui est quand même un énorme groupe, Vinci, là, avec les entités, etc. Comment on fait pour être transversal là-dedans? Est-ce que vous faites un pot annuel où il y a tous les collaborateurs d'un coup? Alors, je plaisante, mais là, c'est quand même un sacré défi de faire de la transversalité. Et en même temps, je me disais, est-ce que justement ce thème d'adaptation n'est pas le point central qui relie un petit peu tout ça? Mm. Bah, on est conscient qu'on on reste assez humble dans nos objectifs. On sait très bien qu'on ne pourra pas toucher les 280 000 collaborateurs. L'idée, c'est vraiment, on croit au sujet adaptation et à la nécessité de s'adapter parce que l'inaction va être bien évidemment fatale pour tous. Donc l'idée, c'est vraiment de diffuser au maximum avec nos moyens, mais effectivement, sur les 280 000 collaborateurs, il n'y en aura pas 280 000 malheureusement. En revanche, en tout cas, nous, au niveau Léonard, c'est vraiment l'essence de Léonard de créer la transversalité entre les entités. C'est la seule, en fait, le seul moyen du groupe pour en créer de manière aussi formelle. Alors, bien évidemment, les entités se parlent, il y a des appels d'offres qui se font entre eux, mais on est quand même un des moyens pour développer cette transversalité-là. Et par exemple, pour la prospective, on a une journée prospective qui est organisée tous les ans avec tous les membres des groupes de travail, parce qu'on en a une petite dizaine et où justement les collaborateurs viennent échanger entre eux sur les sujets de demain pour le groupe. Et donc ça, c'est par exemple l'un des moyens de se faire rencontrer quelques personnes, mais bien évidemment, ça reste peu à l'échelle du groupe. J'en ai une petite dernière, allez, une petite dernière, et je me disais, est-ce que les autres grands groupes concurrents sont-ils un petit peu jaloux de de tout ce que vous mettez en place, en tout cas autour de ça? Est-ce que vous avez eu vent on va dire, d'actions un petit peu similaires, un petit peu copiées, en utilisant aussi la prospective, en utilisant l'adaptation comme de centrale éventuellement, etc. Est-ce que ça fait des petits ailleurs, on va dire? Écoutez, j'ai pas eu vent de ça, mais voilà, après, on- en fait, l'idée, c'est pas d'être les meilleurs, c'est simplement de faire quelque chose qui nous ressemble par rapport aux Ouais. besoins métiers. Donc, je pense pas qu'on puisse se comparer à d'autres et que d'autres peuvent se comparer totalement à nous, dans le sens où Ouais. le groupe Vinci est assez unique de par la diversité de ses métiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre aux enjeux du groupe et pas forcément d'aller faire des copier-coller. Mais après, si certains veulent s'inspirer, il n'y a aucun souci pour ça. Mais l'enjeu, c'est vraiment de rester aussi humble à notre niveau et de comprendre enfin, voilà, ce qui se passe pour essayer d'agir au mieux par rapport à l'adaptation de nos territoires demain. Très bien, ben merci beaucoup Valentine, merci beaucoup Jérémy et Laurent. On va terminer avec un petit quart d'heure d'avance puisqu'il n'y a pas eu d'introduction du comité 21 exceptionnellement à ce webinaire-là. Donc vraiment, je voulais souligner la qualité de vos interventions, enfin vraiment, et la clarté de vos propos aussi, vraiment très inspirant. C'est exactement ce qu'on essaye de faire valoir dans ces webinaires. Je vous donne rendez-vous d'abord pour le prochain webinaire le 26 novembre. J'ai vu que dans les chats, il y avait Marie-Eugénie Louvounou qui fait partie euh, de la Martinique, du comité, enfin, j'ai plus le nom en tête, de la Martinique et qui va être invité en tout cas du prochain webinaire et qui pourra mettre en avant les défis sur l'insularité ultramarine. Et on se donne rendez-vous en présentiel le 25 novembre au Sénat pour un colloque adaptation avec évidemment plein d'interventions toujours aussi pertinentes. Voilà. Donc voilà, la collectivité territoriale de Martinique. Merci beaucoup Marie-Eugénie, excusez-moi d'avoir voilà, hésité sur ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants
Merci beaucoup à tous les participants et on se voit soit au prochain webinaire, soit en présentiel au Sénat. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci Merci à beaucoup. vous. À bientôt. Merci Portez-vous beaucoup. bien. À bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt.